Salut les gens, bienvenue sur La Nature en Image, la chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la photo et de la nature. Et oui, nous sommes en milieu forestier aujourd'hui pour cette vidéo, ce retour terrain du Laowa 180 Macro F4.5. Je dois dire que je m'attendais à ce que ce soit bien gaugé à ce niveau-là, mais là c'est le royaume de la bouillasse. Les sangliers doivent être bien contents parce que ils ont de quoi se bauger. Je vais essayer de pas me bauger moi pour cette vidéo et je vais essayer de vous donner mon retour terrain par rapport à ce Laowa. Alors pour celles et ceux qui sont assidus à la chaîne, vous savez que depuis des années, j'attends un 180 macro avec impatience parce que je regrette mon Sigma 180 f2.8 de l'époque, qui était formidable, qui avait un piqué formidable, enfin c'est un objectif formidable, point, voilà. Et là je dois dire que cet automne, lorsque j'ai découvert que Laowa sortait un 180 macro, je me suis tout de suite au salon de la photo jeté sur le salon de Laowa, sur le stand de Laowa, pardon, pour voir un petit peu de quoi il en retournait et à quoi ressemblait cet objectif. Alors d'un premier abord, je dois dire que j'ai été perplexe parce que quand on voit sa taille, il est tout mini-miri-kiki, mais par contre, est-ce qu'il sera mouse costaud? Ça, nous allons le voir au cours de cette vidéo. Petit clin d'œil aux cheveux gris comme moi qui ont la référence de la pub des années 80. Tu sais ce qu'il dit, le petit Pimousse? Allez, sérieusement parlant. Donc, on ne peut pas dire que cet objectif soit vraiment quelque chose de potentiellement imposant, comparé au 180 macro f2.8 de l'époque. Alors oui, là c'était un 2.8 à l'époque, là maintenant c'est un 4.5, donc bon, il y a quand même un diaphragme ou un IL et demi pour les aficionados comme moi des IL de différence entre les deux objectifs. Nous verrons si cela a une incidence ou pas. Pour ainsi dire, cet objectif, là où j'ai été agréablement surpris, c'est qu'il est tout en métal. Même le pare-soleil est en métal. Alors, je suppose que c'est un alliage composite, genre de magnésium, quelque chose comme ça. Mais n'empêche que c'est du métal. Et par rapport aux alliages de plastique que nous pouvons trouver aujourd'hui pour certains objectifs, là je suis un peu plus serein de savoir quand est-ce que je vais pouvoir le trimballer sans risque sur le terrain. Et je dois dire que tout champix que je suis, il a déjà pris une gamelle. Et bon, j'ai de la chance qu'il soit tombé sur un milieu très meuble. Donc là je pense que j'ai sauvé non seulement l'objectif mais aussi mon appareil photo. Et je dois dire que hormis une petite trace là sur le pare-soleil, j'ai pas noté autre mesure de dommages à l'objectif et à l'appareil photo. Non seulement il est tout mini mirikiki parce que si je regarde les mensurations de cet objectif, il fait grosso modo 15 cm de long si nous enlevons le pare-soleil. Si j'ajoute le pare-soleil, nous montons à quasiment 19 cm de long pour un diamètre de 67 mm et un diamètre de filtre en façade de 62 mm. Donc si vous êtes comme moi, vous réfléchissez pour acheter polarisant, UV ou autre, ça sera du 62 mm qu'il faudra acheter pour pouvoir venir mettre en façade de cet objectif. Cet objectif dispose d'une prise USB qui se situe quelque part par là, c'est de l'USB-C. Là, elle est là, ici, au niveau du bouton de déverrouillage de l'appareil photo pour démonter l'objectif. Et puis, il y a un bouton ici par rapport à tout ce qui est objectif moderne, et notamment chez Sony ou autres, où vous avez un bouton programmable dans le menu de l'appareil photo. Donc là, à ce niveau-là, il répond tout à fait aux exigences, je dirais, d'aujourd'hui, par rapport à d'éventuelles mises au point et une éventuelle programmation de l'objectif comme vous le pensez. Sinon, au niveau ergonomie, il y a juste une bague qui permet donc la mise au point, puisque c'est une focale fixe 180. Et sur cette bague de mise au point, vous avez 3 zones de sérigraphié. Il y a une zone de mise au point en mètres, une zone de mise au point en pieds pour les normes impériales, et le rapport de reproduction de sérigraphié en face chaque, je dirais, distance de mise au point. Nous verrons cela tout à l'heure sur le terrain. Je vous ferai un exemple de rapport de reproduction avec le Ninja et sur un sujet que j'essaierai de trouver. Mais je pense que là, les sujets, ça va être un peu coton de vous montrer que ce soit papillon ou fleur. Ça va être compliqué. Mais comme vous pouvez le constater, au niveau poids, je le tiens de la main gauche. Donc, il pèse 3 fois rien. Il pèse exactement 545 grammes. Donc, vous voyez, c'est mini mirikiki. Il passe vraiment partout. Il est vraiment taillé pour aller chercher des situations assez rocambolesques, je dois dire. Je l'ai testé dans certaines situations, je dois dire que c'était assez épique. Mais n'empêche, voilà. De là à dire que c'est le couteau suisse de la macro, nous verrons au cours de cette vidéo, mais je vous en dis pas plus.
La grosse particularité de cet objectif, c'est qu'il est autofocus. Alors, je pèse mes mots en vous disant ça parce que c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Alors, il est autofocus que pour 3 montures bien spécifiques. Les Sony FE, évidemment, les Canon AF et les Nikon Z. Pour les autres montures, merci d'être venu voir la vidéo, il n'y a rien à voir, ça ne fonctionnera pas chez vous. Merci, au revoir, bonne soirée. Non, plus sérieusement parlant, l'AOA n'a certainement pas dû pouvoir acheter les licences pour les autres montures. D'ailleurs, je m'étonne que en Canon, ce soit que de l'AF et pas du RF. Voilà, bon, l'AF, n'importe quoi, AF, EF, excusez-moi. Bref, nous allons y venir à l'AF, justement. Et du fait que ces 3 montures sont bien désignées sur le site du fabricant, d'ailleurs si vous allez voir sur l'AOA, vous verrez que c'est bien spécifié pour les 3 montures que l'autofocus ne fonctionnera que pour ces 3 montures. Les autres, il n'y aura pas d'autofocus. Comme je viens de vous spolier, cet objectif est équipé d'un autofocus. Alors, vous savez, il y a quelques secondes, je vous ai dit que j'étais perplexe par rapport à l'autofocus. Et effectivement, parce que l'autofocus, lui, ne va fonctionner qu'à partir de 1,30 m. Entre mon plan de capteur et mon sujet. 1,30 m. C'est bien et c'est pas bien à la fois. J'essaierai tout à l'heure, au cours de cette vidéo, de vous faire un focus stacking. Je pense que je vais prendre une feuille en référence, parce que je ne vais pas trouver autre chose. Et vous verrez que je vais tout de suite vous crever l'abcès au niveau de l'AF. Si vous comptez faire de l'animalier avec le 180 macro et vous dire ça y est, j'ai trouvé mon couteau suisse pour l'animalier, la macro, etc. Non, oubliez. Alors, pour faire du portrait, je pense que l'AF suffira largement. Et encore, peut-être que dans certaines situations, il va rapidement décrocher. Vous verrez, je vous mets des vidéos de démonstration par rapport à la gestion de l'AF, par rapport au boîtier. Et vous verrez que dans certaines situations, l'AF décroche très facilement. J'ai essayé de suivre une bernache l'autre jour qui prenait son envol sur le canal. J'ai jamais pu verrouiller la bernache pendant qu'elle prenait son envol sur le canal. Sinon, au niveau des yeux, oui, effectivement, l'appareil photo arrive à verrouiller l'AF au niveau des yeux, alors que ce soit notamment de la bernache ou sur mes enfants. J'arrive à verrouiller les yeux, mais voilà, encore une fois, attention. Enfin, je veux dire, voilà, nous sommes... Alors, ce que je vous ai pas dit, effectivement, c'est le tarif. Nous sommes à 575 €. Vous ne pouvez pas demander à un objectif macro équipé d'un AF d'avoir des performances dignes d'un f4 ou f2.8 avec un f4.5 macro 180 pour 575 €. Soyons réalistes. Je ne veux pas jeter la pierre à la OA, mais à un moment donné, il faut rester dans les clous et savoir de quoi nous parlons. L'autofocus fait le job pour 575 €. Point barre. N'en attendez pas des miracles. Ah oui, parce que... alors, vous allez voir que depuis quelques vidéos, je règle mes comptes par rapport à certaines choses, notamment, je salue les 2 haters qui n'ont pas débarrassé le plancher et qui continuent de mettre des dislikes sur mes vidéos. Putain les gars, sans déconner, achetez-vous une vie, hein, faites autre chose. Hein. Bon bref. Et puis j'ai donc pris contact avec l'importateur de l'AOA en France, notamment sur le salon de la photo de Paris de cette année. On m'a gentiment dit de prendre contact avec une personne qui ne m'a jamais répondu, qui n'a jamais daigné même me répondre au mail comme quoi elle n'était pas intéressée par mon travail. Ce qu'a fait d'autres marques, entre parenthèses, dont je remercie qu'ils aient pris le temps de me répondre à ce niveau-là. Même si c'était négatif, au moins je sais de quoi ils retournent et je sais comment me positionner par rapport à eux dans l'avenir. Donc là, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux de cet objectif, puisque je l'ai acheté avec mes propres deniers, et je dois dire que, ça sera mon cadeau de Noël. Alors certes un peu en avance, mais voilà. Donc, l'autofocus, ouais, c'est un plus, mais n'en attendez pas des miracles, hein, mettez-le de côté. Donc maintenant, petit test toujours en vidéo de l'autofocus et en portrait. Là, bon, vous ne me voyez pas puisque je suis trop près, encore une fois. Donc maintenant, je vais me décaler et puis nous allons voir à partir de quand, voilà, il arrive à faire la mise au point. Il arrive quand même à bien choper les yeux. Et là, je dois dire qu'il a été assez réactif. Ça me surprend un peu parce que j'ai pas l'habitude de ces performances avec lui. Si je m'approche,
Vous voyez, là, tac. Et je vais chercher la mise au point, voilà, tac, tac, 1,20 m. Alors c'est pas non plus bien marqué, hein, mais il capte assez rapidement la mise au point, il est assez réactif. À ce niveau-là, je suis un petit peu impressionné parce que c'est pas du tout, encore une fois, les résultats que j'avais avec lui. Et je dois dire qu'en portrait, il est quand même assez efficace. Tac, voilà. Si je me colle sur mon collimateur autofocus en vidéo, il vient chercher la mise au point direct sur mon œil. Et je dois dire que je suis impressionné parce qu'en vidéo, il est quand même assez réactif. Ouais, bon, bah, je suis perplexe par rapport à l'autofocus. Je ne sais finalement pas trop quoi en penser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, pour 575 €, je trouve qu'il fait pas mal le job. Hein. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit et je reviens sur le fait que l'autofocus c'est un petit peu à la ramasse. Parce que je trouve qu'au final, il s'en sort très très bien. Il a un très bon comportement. Notamment en portrait. Bon, en animalier, c'est autre chose, parce que l'animalier, ça bouge un peu plus. Mais là, en portrait, sur l'être humain, malgré que je sois en réglage autofocus sur les yeux des oiseaux, ça réagit, ça répond quand même très très rapidement, très très vite. Et là, donc j'ai bien autofocus activé. Je vais venir verrouiller ici, tiens. Vous voyez, là, il a du mal à venir chercher la mise au point sur la petite feuille. Hein. Alors, si je vais sur quelque chose d'un peu plus proche, voilà, elle est là. Voilà, tac, et là il l'a trouvé. Vous voyez, un petit sujet comme ça isolé, il peine pas à trouver. Et là maintenant, j'essaye de bouger mon autofocus. Vous voyez, il reste quand même bien calé, hein. Tant que j'ai le doigt appuyé sur la mise au point, il ne change pas de mise au point, je reviens, la mise au point est toujours activée. Maintenant je lâche ma mise au point. Si je bouge, là, il fait la mise au point quand même sans trop de problème. Hop. Et là, il faut que je rappuie sur mon objectif, sur mon déclencheur, pardon, pour essayer de refaire la mise au point. Parce que sinon, il ne veut pas me la chercher et il ne me la trouve pas non plus. Donc, je reviens sur l'arbre, il me la trouve sur l'arbre, ouais. Et là, maintenant, il va me la trouver sur la feuille. Il me la trouve sur la feuille. Et là, maintenant, si je verrouille, hein, comme je viens de vous dire, hein, vous voyez, ça reste, mais bon, voilà, faut pas trop lui en demander non plus, hein, encore une fois, hein, ça reste l'autofocus. C'est pas un autofocus sport comme il peut y avoir sur d'autres objectifs. Voilà. Allez, en ce qui concerne la vidéo, en ce qui concerne l'autofocus, je pense que c'est bon. Vous avez des transitions, vous voyez. Les transitions se font toutes seules. Bon, elles se font en fonction des paramètres, évidemment, que j'ai mis par rapport à l'autofocus en vidéo dans les paramétrages de mon appareil photo. Ce qui est dommage, là, c'est que j'avais la petite feuille qui était sympa, là, il me l'a perdu en focus. Voilà. Et si je reviens dessus, il me la retrouve. Voilà. Là, il me la perd. Vous voyez, là, il l'a, à la limite, là. Il ne la trouve pas, donc je vais revenir là sur mes brindilles ici. Tac, je vais verrouiller l'autofocus ici. Ah, faut feinter, il faut être plus malin que l'ordinateur. Et là, je refais la mise au point sur la petite feuille. Et je modifie mon cadrage, voilà.
15 cm de long, 70 mm de diamètre, un poids de 545 grammes pour un prix de 575 €. Voilà ce que nous pouvons retenir de cet objectif, là où nous en sommes dans la vidéo. Ensuite, pour parler de choses qui fâchent, aberration, vignettage, etc., etc. Alors j'ai fait comme tout le monde avant de l'acheter, hein, je me suis documenté, j'ai été voir quelques vidéos. Parlons du vignettage dans un premier temps. Il a été constaté du vignettage, alors plus ou moins important selon les blogueurs, selon les journalistes qui ont fait les reportages et les tests de cet appareil photo. À mon niveau, j'ai pas trouvé de vignettage plus que ça, que ce soit à 4.5, à 5.6, à f8. Peut-être qu'à 4.5, oui, maintenant en y réfléchissant, j'ai un léger voile qui apparaît dans les angles, mais rien de bien méchant et rien de dommageable aux photos que j'ai pu faire avec cet objectif. Donc au niveau vignettage, pour moi, rien de remarquable, rien de péjoratif. Il est dans les clous, il fait bien le job à ce niveau-là. Au niveau du flair, alors oui, par contre, il a une légère tendance à bien marquer le flair selon les situations. Bon, voilà, il est présent. J'ai pas noté, notamment en plein soleil, en plein contre-jour, qu'il était vraiment dommageable, à condition que l'on fasse attention justement au flair et à la façon dont on se dispose par rapport à notre sujet. Sachez, il est présent, il peut être disgracieux, mais encore une fois, dans ma pratique photographique, ça n'a pas été un point négatif que j'ai pu noter. Les aberrations chromatiques, moi, je trouve qu'elles sont bien maîtrisées. Pas noté d'aberrations chromatiques importantes, de déviance sur les violets à ce niveau-là. Je trouve que ça reste bien maîtrisé. Et finissons par le piqué de cet objectif. Et je trouve que le piqué, il est dans la norme. Voilà. Si l'on peut résumer la chose telle qu'elle, moi je trouve que le piqué de cet objectif est dans la norme. Alors, faisons une comparaison si vous voulez, même si nous ne sommes pas là pour ça, mais avec son petit frère, le 90 macro x2 f2.8. Et là, je dois dire qu'au niveau piqué, bah, il est un tout petit peu en dessous, quand même. J'ai noté une légère diminution du piqué par rapport au 90 macro, mais c'est normal, nous sommes à 180 macros, et nous sommes avec, oui, une ouverture constante, oui, de 4.5. Donc, quelque part, est-ce que c'est un petit peu normal que nous soyons en dessous? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai noté quand même une légère baisse de piqué par rapport au 90 macro. Hein. De toute manière, le 90 macro, pour moi, c'est la référence des objectifs macro à l'heure actuelle sur le marché. Au niveau piqué, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs qui peuvent prétendre accéder à une rivalité avec lui. Pour moi, c'est le haut du panier. Hein. Le 90 macro Laowa x2 f2.8, c'est la Rolls-Royce des objectifs macro. Alors, j'ai pas encore testé le 100 macro qui vient de sortir de chez Sony. Il est arrivé à la maison il y a quelques jours, donc là je spoil un petit peu les vidéos à venir de la chaîne YouTube. Il y aura le test du 100 macro, le dernier né de chez Sony. Nous voici donc devant l'écran de l'ordinateur pour regarder un petit peu tout ce qui est déformation de cet objectif, donc tout ce qui est aberration chromatique, etc., vignettage, tout ça. Alors, première photo, donc là nous avons un petit insecte, un petit moucheron devant nous. Vous pouvez d'ores et déjà constater qu'au niveau vignettage, j'ai pas grand chose qui apparaît à l'écran, hein. J'ai pas de vignettage à proprement parler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Voilà, je vais aller, tac, essayer de faire un 200% peut-être. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai pas de franges noires qui apparaissent dans les angles. Ok, bon là, niveau distorsion et aberration, c'est un peu compliqué, mais si je viens sur l'insecte, on peut voir que, alors je vais diminuer un petit peu le rapport de grossissement, voilà. Au niveau aberration chromatique, j'en ai pas beaucoup. Là au niveau du piqué, bon au niveau du piqué, il est donné bon au centre et puis médiocre sur les côtés. Effectivement, on peut se rendre compte que lorsqu'on arrive sur les côtés, ça devient un petit peu compliqué au niveau du piqué, mais à côté de ça, si je regarde mes métadonnées, je suis à 1250 ISO. Alors même si j'ai activé, ah non, je l'ai pas activé là. Voilà, je l'active, tac, Pure RAW. Et maintenant, si je regarde avec Pure RAW, ce que cela donne, ouais, j'ai une toute petite amélioration du piqué et des détails, mais bon, les ISO sont quand même assez forts encore. Donc voilà, ici donc distorsion, déformation, tout ça, ça me semble pas trop mauvais.
Si je regarde avec mon outil qui est là, tac, qu'est-ce que cela dit? Bah, cela dit que les proportions sont à peu près bien gardées. Voilà. Maintenant, si je reviens sur une autre image un petit peu plus parlante, voyons voir, où est-ce qu'elle se cache? Ouais, tiens, on va prendre celle-ci. Celle-ci, voilà. Donc là, au niveau du piqué, si nous regardons un petit peu, donc on fait un zoom. Ouais, vous voyez, hein, il est quand même nettement meilleur que sur la photo précédente. Bon, j'ai un petit défaut de netteté, quoique c'est pas trop mal. Je suis pas trop mal net. Là, les ISO, j'étais à 500 ISO, donc vous voyez tout de suite une différence de qualité hein, à fort ISO et à faible ISO. J'ai quand même beaucoup plus de détails. Bon, ça c'est normal, hein, c'est dû aux ISO. Mais bon, l'objectif, il fait quand même quelque chose. C'est pas trop mal. Ici, bah, j'ai toujours pas de présence de vignettage. Alors bon, je comprends pas les tests où ils ont trouvé du vignettage. Moi, j'en vois pas. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Ouais, si, peut-être ici, effectivement, un léger vignettage. On peut se rendre compte que si je pars d'ici et que j'arrive à peu près là, j'ai un petit vignettage qui apparaît. Mais enfin, vraiment, 3 fois rien. Et là, je suis à une ouverture de 4,5. Donc, quasiment pleine ouverture. Au niveau des aberrations chromatiques, c'est pas mal. On est pas mal. C'est bien géré. Moi, je trouve que c'est bien géré. Là, en ce qui concerne le flair, vous pouvez voir que à ce niveau-là, le flair, je n'en ai quasiment pas. Alors, si je viens ici sur cette photo, là, la photo d'à côté, effectivement, j'ai du flair qui apparaît ici. Là, j'ai un petit peu quelques déformations symétriques, mais n'importe quoi, circulaires, qui sont ici et qui reprennent le flair bien apparent. Là, on se rend bien compte sur cette photo que le flair est bien présent. Celle d'avant, alors là, la petite particularité de celle d'avant, c'est que j'ai eu une échappée de sport au moment où j'ai pris la photo. C'était magnifique. Vous allez voir une petite vidéo, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous allez voir une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu cette envolée de sport. C'était assez grandiose. Le flair ici, bien présent, bien marqué. On le retrouve bien. Hein. Donc là, dès l'instant où vous êtes vraiment à 100% en contre-jour, hein, c'est nickel. Par contre, dès l'instant où vous basculez un petit peu, où vous vous protégez du contre-jour, bien là, ouais, effectivement, vous vous rendez compte que le flair disparaît. Bon, là, cette photo, par contre, elle est très moche. Ici, ouais, là, j'ai plus du tout de flair. Hein. Je suis bien protégé de mon contre-jour, donc là, c'est bon. Qu'est-ce que je peux te dire, trouver d'autre? Oui, ici, par exemple, celle-ci. Celle-ci, bah, vous voyez, hein, moi, je ne vois pas du tout de vignettage. Alors, je dis pas que Photolab a pas gommé le vignettage, mais je n'ai pas activé quoi que ce soit. Pour moi, il n'y a aucun, puisque j'ai maintenant activé Point View. Donc pour moi, je n'ai pas de, ouais, vous voyez, hein, c'est pas, j'ai aucune apparition de vignettage pour moi. Ici, si je viens là, au niveau des aberrations chromatiques, on est pas mal, parce que même si je viens activer, alors je l'ai vu tout de suite à l'instant, il est là. Voilà, si je viens activer, je peux pas l'activer ça, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, ça n'apporte pas grand chose. Je n'ai quasiment pas de modification à l'écran par rapport aux aberrations chromatiques. Si je reprends cette photo-ci par contre et que je reviens touc, voilà ici, et que je fais donc mon outil, voilà, vous remarquerez que j'ai pas de distorsion. Hein. C'est assez propre, c'est assez net. Donc voilà, par rapport à tout ce qui peut nuire à nos photos via cet objectif, aberration, distorsion, vignettage, etc. Donc là, vous avez vu que c'est quand même très limité et très bien gardé. La distance minimale de mise au point, puisque nous sommes en macro, ça serait bien d'en parler quand même, est de 30 cm pour un rapport de reproduction pouvant atteindre 1,5 fois. C'est-à-dire que nous sommes encore une fois, pas au niveau du 90 macro f2.8, qui lui a un rapport de reproduction x2, mais nous sommes au 180 macro avec un rapport de reproduction quand même de x 1,5. C'est quand même pas négligeable. Nous allons voir ce que cela va donner sur le terrain.
Et j'avoue que j'ai hâte un petit peu de voir ce que cela peut donner et notamment de comparer sur l'ordinateur un rapport de reproduction x2 avec le 90 macro et un rapport de reproduction de x1,5 avec le 180 macro. Alors évidemment, puisque il y a l'autofocus qui est activable sur cet objectif, il y a des contacts électroniques qui vont vous permettre de pouvoir dialoguer entre le boîtier et l'objectif, notamment pour évidemment l'autofocus, mais aussi pour tout ce qui est EXIF. Et donc vous allez pouvoir obtenir à l'écran les EXIF de vos prises de vue. C'est quand même assez appréciable et assez confortable quand vous refaites du post-traitement et si vous avez besoin de cataloguer vos photos ou de différencier vos photos avec les différentes ouvertures, c'est quand même beaucoup plus facile. Par contre, pour le prix, je vous rappelle 575 € environ, parce que, encore une fois, pourquoi je dis environ, c'est parce que tout dépend de la monture de l'objectif. Il n'est pas équipé de stabilisation. Alors, en cela, moi, ça ne me gêne absolument pas, parce que 575 €, encore une fois, c'est plus qu'abordable pour de la macro, surtout au 180. Mais après, nous sommes en macro. Et de toute manière, pour celles et ceux qui suivent la chaîne de manière très assidue, vous savez qu'à 97% du temps, je suis en autofocus manuel. C'est-à-dire que je suis en focus manuel. Il n'y a même pas d'autofocus d'ailleurs, je suis en focus manuel. Donc, qu'il ne soit pas stabilisé, ça ne me gêne absolument pas. Alors là, vous êtes en train de vous dire pourquoi il nous parle de stabilisation et d'autofocus. Je vous laisse réfléchir. Allez, je relève les copies dans 1 heure et ça sera noté sur 20. J'ai gardé le meilleur pour la fin, qui est le bokeh. Alors, le bokeh, comment vous dire? Nous ne sommes pas à f2.8, donc forcément, il va y avoir une différence entre f2.8 et f4.5, déjà pour commencer. Ensuite, 2.8 sur un 90, 4.5 sur un 180, nous sommes quand même plus rapprochés du sujet et nous pourrions être tentés de se dire que le bokeh va être quasiment similaire. Que nenni, le bokeh n'est pas similaire, il est beaucoup plus marqué et beaucoup plus dur sur le 180 que sur le 90. Alors, encore une fois, c'est mon ressenti, c'est mon retour terrain. Je dois dire que j'ai été surpris quand même du bokeh à 4,5. Je m'attendais à ce qu'il soit marqué et à ce qu'il soit un petit peu plus dur au niveau des contrastes et autres. Et effectivement, j'ai pas été déçu à ce niveau-là. Je m'attendais tout à fait à ce que j'allais trouver. Et bah ouais, voilà, il est un petit peu plus marqué, un petit peu plus soutenu, un petit peu plus contrasté qu'à f2.8. Bon, cela reste un bokeh qui est agréable et harmonieux, mais par rapport à mon œil, par rapport à ma pratique photographique, je dois dire que le bokeh 4.5 est quand même un peu plus disgracieux que le bokeh à 2.8. Voilà. Mais encore une fois, vous allez voir des photos de démonstration par rapport à ce bokeh et vous allez voir qu'il n'est pas si mal que ça et nous arrivons quand même à sortir des belles choses avec ce bokeh, hein. Même à 4.5. Pour les adeptes des étoiles avec le soleil et autres, vous allez pouvoir obtenir sur les hautes lumières, notamment le soleil ou tout ce qui pourrait être projecteur ou diode par exemple, le phénomène d'étoile à partir de f16. Voilà, c'est à noter. Je dirais que ça correspond un petit peu à la norme dans tous les objectifs. Si vous voulez obtenir le soleil étoilé ou des lumières étoilées, f16, et là vous êtes quasiment assuré d'avoir le résultat. Comme vous pouvez le constater, mise au point 1,20 m. Là, rapport de reproduction, je suis entre le 0,25 pour 1 et le 0,1 pour 1. Donc maintenant, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Je vais me mettre au 0,25 pour 1 et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, maintenant nous sommes calés. Je suis au rapport de reproduction de 0,25 pour 1. Et grosso modo, je suis à une distance de 85 cm de ce que me donne la bague de mise au point sur l'objectif. Je vais peut-être prendre une petite photo. Voilà. Grosso modo, ça donnera un petit point de repère. Alors ouais, je suis pas bien net au niveau de la tige de ma feuille, mais bon, voilà, c'est juste pour vous donner un rapport d'idée. Maintenant, je me mets au 0,5 pour 1. Voilà, donc là, je m'excuse, je suis plus du tout sur trépied, hein. Mais oui, je suis à 0,5 pour 1. Voilà un petit peu ce que ça donne en rapport de grossissement. Donc maintenant, je vais me mettre au 1 pour 1. Voilà, mise au point au 1 pour 1. Encore une fois, désolé pour le mal de mer. Voilà, grosso modo, rapport de reproduction 1 pour 1. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est un rapport de profondeur de champ. Bon, comme vous pouvez le constater, hein, nous sommes en macro, donc elle est minime. Là, plus vous allez vous rapprocher de votre sujet, encore une fois, plus la profondeur de champ sera faible.
Et je vais essayer d'apporter un petit peu de lumière pour vous montrer un petit peu les détails qu'il y a sur cette feuille. Vous voyez un petit peu les détails que nous arrivons à obtenir à un rapport de 1,5 pour 1. C'est quand même appréciable et la performance est remarquable. Alors maintenant, je vais venir toujours au 0,5 pour 1, décidément, au 1,5 pour 1 sur mes petites grandes mousses qui sont juste à côté là. Et je vais chercher la mise au point. Voilà. Remarquez les détails que vous pouvez obtenir grâce à ce rapport de reproduction de 1,5 pour 1. Alors voilà, nous voici de retour de ce test terrain pour discuter un petit peu des résultats de ce test, de moi ce que j'en pense, et débriefer un petit peu avec vous de la situation. Alors, vous l'avez compris en introduction, je vous ai dit, c'est un objectif qui est tout mini, tout rikiki, qui prend pas de place dans le sac, qui pèse 3 fois rien. Pour moi, à ce niveau-là, c'est une belle découverte. J'avoue que j'étais perplexe, mais ouais, non, mais là, à ce niveau-là, déjà rien qu'à ce niveau-là, il vaut le détour. Parce que réaliser un 180 macro f4.5 dans si peu d'espace et d'encombrement, là, je dis que c'est une belle prouesse de l'AOA à ce niveau-là. Ensuite, au niveau manipulation, alors je dois dire que dans un premier temps, les quelques jours où j'ai fait quelques sorties avant de tourner cette vidéo sur le terrain pour préparer cette vidéo, j'étais un petit peu dérouté par la mise en œuvre. Alors au niveau de la bague de mise au point, le toucher et la manipulation est quand même assez aisée puisque elle est bien crantée. Les doigts et la peau s'insèrent bien dans les crans de la bague. Il y a une bonne manipulation. La bague est fluide. Ce que je peux reprocher par contre, c'est que la course de mise au point est ultra longue puisque de ce que j'ai pu lire et voir, elle fait quasiment 270 degrés de rotation. Donc c'est quand même énorme. Mais cela permet à la fois d'avoir une mise au point vraiment aux petits oignons et d'aller vraiment chercher la mise au point là où vous voulez, comme vous voulez, en ayant une fluidité de manipulation de cette bague aux petits oignons. À la fois, je suis perplexe et à la fois, je suis hyper impressionné par cette bague. Et je dois dire que la mise au point se fait vraiment très bien, très efficacement et en ce qui me concerne, très sereinement. Au niveau de l'autofocus, bon je vous l'ai dit au cours de la présentation de cet objectif, hein, là moi je suis plus que perplexe. Hein. Ça peut dépanner dans certaines situations. Je dirais si vous prenez votre objectif pour une balade familiale et que vous voulez faire des petites photos entre familles avec la mise au point, machin, truc muche, ouais, ok, ouais, ça fera le job. Mais n'en attendez pas des miracles par rapport à l'animalier. Hein. Encore une fois, 575 €, l'autofocus peut pas être, il peut pas rivaliser avec un 180. 180, n'importe quoi, un 100-400 ou un 200-600 ou un 400-800, hein, que nous soyons bien d'accord sur le truc. Hein. Voilà, remettons les choses dans le contexte. L'autofocus fonctionne à hauteur de 575 €. C'est tout, c'est ce qu'il faut se dire. Il fait le job, point barre, mais n'en demandez pas plus. Au niveau du bokeh, bon, je reste un petit peu sur ma faim, encore une fois. Voilà, je suis un petit peu perplexe. Je pense qu'il va falloir que peut-être j'attende le printemps pour pouvoir retrouver fleurs et papillons, pour essayer de retrouver une sensation de bokeh agréable. Parce que là, je dois dire qu'effectivement, à l'automne, bon, c'est pas qu'il n'y a rien à photographier, bien au contraire. Hein, mais entre la lumière, les contrastes et il reste déjà pas terrible en temps normal. Si en plus on rajoute un bokeh pas terrible, cela finit par faire du pas terrible du tout. Pour ma part, en ce qui me concerne. Mais encore une fois, nous sommes à 4,5 et pas à 2,8. Relativisons aussi les choses. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que je peux dire? Que j'ai fait de belles photos, que j'ai passé un moment agréable au contact de cet objectif, qu'il sort bien son épingle du jeu au niveau macro. Je suis agréablement surpris de ses performances, même si voilà, c'est un petit peu en deçà de ce que j'ai l'habitude avec le 90 macro. Mais bon, encore une fois, hein, le 90 macro, c'est tellement la référence en ce qui me concerne que c'est difficile de rivaliser avec. Mais là, je dois dire que oui, voilà, bon. En résumé, est-ce que je vais le garder ou pas? C'est la question que je me pose. Voilà, pour vous dire un petit peu mon état d'esprit par rapport à cet objectif. Je pense que je vais attendre le printemps pour vraiment me faire une idée de savoir si il va rester dans le sac ad vitam aeternam ou si il va pas réussir à détrôner le 90 et je vais rester avec le 90 par rapport à cet objectif. Voilà, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je suis perplexe. Autant quand j'ai testé des objectifs, j'ai dit ouais celui-là je le garde parce que voilà. Autant là, je ne sais pas.
Voilà, ça va résumer la situation. Je ne sais pas si je garde cet objectif ou pas à long terme. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques renseignements, qu'elle vous aura été agréable. Si vous avez des questions par rapport à cet objectif, mettez-les moi en commentaire. Si vous voulez des fois acheter l'objectif, que ce soit sur les plateformes internet ou autres, n'hésitez pas à vous servir s'il vous plaît du lien créateur qui va me permettre de continuer d'être référencé auprès des constructeurs et auprès des revendeurs par rapport à la chaîne YouTube. Ça m'évitera des galères avec les représentants ou les fabricants de me faire rigoler au nez parce que je suis qu'une petite chaîne et que j'ai aucune grande prétention. Voilà, ce que j'ai pu entendre. Mais bon, bref, c'est le jeu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.